Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième conférence du SEO Square. J'espère que vous avez apprécié la première avec Olivier Andrieux, que vous avez appris plein de choses. Nous, en tout cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a un sujet qui change un peu d'habitude, puisqu'on va faire un peu de prospective aujourd'hui. On va parler du futur. On va essayer de se projeter dans quelques années et d'anticiper sur les prochaines tendances du SEO qui nous attendent, les prochaines mises à jour d'algo, mais aussi les changements au niveau métier qui vont nous impacter d'ici les mois, les années prochaines. Alors voilà, moi je suis Charles Bouzreau, chef de projet chez SEMJ, mais j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Jérémy Condé, notre team leader. Salut Jérémy. Salut, ravi d'être ici. En effet, team leader SEO chez SEMJ, ça veut dire que je gère une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes sur tous les services SEO, des audits, de l'accompagnement toute l'année, ce genre de choses. Et ravi d'être là et de parler du futur de SEO. Super. Bah oui, parce que SEMJ, on l'oublie parfois, on est à la fois une agence SEO, donc avec des gens comme Jérémy, moi et plein d'autres, donc des chefs de projet qui accompagnent les clients dans la mise en place de leur stratégie SEO. Et SEMJ, en parallèle, c'est aussi une plateforme, c'est peut-être celle-là que vous connaissez le plus, donc une plateforme d'aide à la rédaction pour le SEO, plateforme qui va aider vos collaborateurs, vos équipes marketing à rédiger du contenu hyper performant avec des gains de temps considérables. Donc voilà, et la bonne nouvelle, c'est que justement, on profite de cet événement du SEO Square pour faire une remise. Donc c'est jusqu'au 15 décembre, il me semble. Il y a 10% sur la plateforme SEMJ et 40% sur la nouvelle extension Chrome. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ou tout du moins à demander une démo si vous êtes curieux. Voilà, donc revenons à nos moutons électriques, comme dirait Asimov, puisqu'on va être un peu dans le domaine de la science-fiction là. On va parler de quoi? On va parler de technique, on est obligé. Évidemment, on va revenir un peu sur l'EAT et les évolutions qui vont y être afférentes. On va parler de contenu, alors de contenu texte, mais aussi de contenu image. On ne peut pas parler du futur sans parler d'IA. Donc forcément, il va falloir faire un petit peu un état des lieux et voir ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. Et puis enfin, on verra que dans le futur, ce serait peut-être une erreur de se concentrer exclusivement sur Google pour sa stratégie SEO. Voilà, on pourrait dire que c'est déjà le cas actuellement, mais c'est un phénomène qui va s'amplifier parce qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et donc, la première chose, c'est d'abord la technique, puisque c'est un peu ça les fondamentaux. Et Jérémy, est-ce que tu veux bien nous dire ce qui nous attend à ce niveau-là? Bien, je vais essayer. Évidemment, on ne peut pas être complètement exhaustif en 45 minutes. Donc, on a fait des choix. On compte sur vous pour nous poser des questions. S'il y a des sujets qui vous intéressent et qu'on ne traite pas, on essaiera d'y répondre, bien entendu, en direct. Du coup, on va parler technique avec notre ami Arnold. Et d'abord sur vraisemblablement plutôt 4 critères, même si on va se focaliser sur 2, puis les 2 derniers, on ira un peu vite, mais le critère HTTP3, un protocole web hyper important qui est en train d'arriver. L'INP, on va parler, c'est les Core Vitals. Le JavaScript, évidemment, on en parle depuis des années, mais ça reste encore le futur. Et puis les données structurées, toujours très important, et avoir un petit peu le futur de ces données. Alors, HTTP3, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter la vitesse de son site. C'est un des protocoles, évidemment, de transfert web, un des nouveaux protocoles de transfert web. Donc, à quoi ça sert? Je vais aller très, très vite là-dessus, mais en gros, HTTP, c'est le protocole qui permet de transférer via navigateur les ressources qu'on va chercher tout simplement sur un serveur. Okay. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que globalement, plus de la moitié du web est encore sur la version historique du HTTP, donc le HTTP 1.1. Ces dernières années, le HTTP2 a été plutôt bien utilisé par les sites et s'y sont mis, donc c'est cool. On a à peu près à 45% du web qui a adopté le HTTP2. Donc c'est une très très bonne pratique. Nous, on pousse nos clients à le faire, donc c'est chouette. Et puis il y a le HTTP3 qui arrive, donc on est déjà à 3% du web qui a adopté le HTTP3. Donc, à quoi ça sert le HTTP3? Ça va servir surtout à transférer toujours plus de données, bien entendu.
Donc, c'est quoi les données? Ce sont surtout des ressources, hein. Donc, les ressources sont transférées beaucoup plus vite entre le navigateur et le serveur. Et puis, et c'est là où ça change vraiment, c'est que ces data, ces données, ces ressources seront bien mieux chiffrées, bien mieux sécurisées. Et évidemment, on sait bien que la sécurité sur le web, c'est de plus en plus important. Donc, adopter le HTTP3 fera partie des choses importantes à mettre en place dès bientôt. Alors, la nouveauté qui devrait arriver en 2023 sur les Core Web Vitals. Donc, il y a à peu près 1 an et demi, Google a mis en place les Core Web Vitals, qui sont 3 critères que je vais résumer de cette façon-là, qui sont le LCP, le FID et le CLS. Donc, le LCP, c'est on mesure le temps de chargement du contenu, pour faire très simple. Le FID, on mesure la première interaction d'un utilisateur sur une page, et le CLS, on mesure la stabilité visuelle d'une page. Voilà. Ce qui va changer, c'est que Google va enlever le FID, il va le remplacer par l'INP, qui existe déjà d'ailleurs, mais il va le prendre en compte dans son critère de Core Web Vitals, qui est donc un critère de ranking par ailleurs. Et le NIP, il va mesurer l'ensemble des interactions sur une page, et surtout l'interaction la plus longue sur une page. C'est-à-dire qu'il va vérifier c'est quelle interaction est la plus longue, et du coup, ça va devenir un critère évidemment d'expérience utilisateur, parce que les Core Web Vitals, ce sont avant tout des critères d'expérience utilisateur, donc qui sont de plus en plus monitorés par Google et qui sont pris en compte aujourd'hui dans son algorithme de ranking. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir de moins en moins de freins à la navigation des internautes. C'est l'objectif de Google, et donc il met ceci en place pour encore améliorer, faire en sorte que les webmasters, les développeurs améliorent tout simplement leur site internet. Quoi d'autre? Rapidement, le JavaScript, de plus en plus, Google le comprend de mieux en mieux. Et il y a eu un podcast assez récemment de l'équipe de Google avec John Mueller, entre autres, qui explique que dans les années qui arrivent, Google le comprendra encore de mieux en mieux. Donc clairement, si vous voulez passer au JavaScript, il ne faut pas trop vous priver, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions pour pallier à cette difficulté qu'a Google à comprendre les sites. Et donc, en effet, à l'avenir, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins d'actions techniques côté SEO à mettre en place, parce que Google comprendra mieux et il n'y aura pas de problème à cela. Et les données structurées, qui est un vrai sujet, parce que les données structurées, ça aide à Google à mieux comprendre comment est structurée une page, par exemple, quelles informations on veut partager avec lui et comment il va les utiliser. Clairement, avec les avancées du machine learning, pareil, c'est encore dans ce podcast-là, d'ailleurs, on pourra donner le lien, vous pouvez le trouver sur YouTube. Les données structurées ne seront plus nécessaires. Ce qui est dit, c'est qu'il faudra juste les mettre au cas où Google se trompe encore un peu. Mais voilà, à l'avenir, clairement, les données structurées, ça sera plus le nerf de la guerre. Et clairement, Google sera capable de reconnaître à lui tout seul les typologies de pages et les données au sein des dites pages. Donc voilà, techniquement, c'était les 4 sujets dont on voulait parler pour l'avenir du SEO. Il y en a d'autres, bien entendu, mais clairement, là-dessus, on a déjà de forts signaux qui nous disent que ces choses-là vont changer dans ce sens. Bon, la technique, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, et il y a l'EAT qui est un sujet hyper important, qui est déjà le présent, mais qui est aussi le futur. Charlie, tu vas nous en parler. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, avant de commencer, un petit rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Pour les nouveaux sur Livestorm, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet-là. Et nous, on essaiera d'y répondre au maximum à la fin de cette conférence. Vous pouvez également voter pour les questions les plus pertinentes. De cette manière, nous, on essaiera de les prendre par ordre des votes. Donc oui, l'EAT. Donc l'EAT, je ne vais pas vous refaire tout le speech sur l'EAT. En vérité, je vous renvoie par exemple au webinaire qu'on a fait il y a 2 ans, qui expliquait vraiment en détail ce qu'était un profil EAT et comment c'était évalué. Mais pour faire très court, c'est simplement la partie de l'algorithme qui va déterminer de la légitimité, la fiabilité et de la crédibilité de votre site internet, notamment et surtout si vous êtes un site dans le domaine de la finance ou de la santé, voilà, ce genre de site avec des informations un peu, on va dire, sensibles. Donc déjà, si on essaye de se projeter un peu dans l'avenir, l'EAT qui était un petit peu réservé à des domaines comme ça, des domaines très précis,
ces règles-là risquent de s'étendre à peu près à tous les sites. C'est déjà de plus en plus le cas pour les sites e-commerce. Donc, vraiment renforcer son profil EAT, sa légitimité, c'est important. Et ça passe par 3 critères. Donc, l'expertise, l'autorité et donc le pilier confiance et fiabilité. Donc concrètement, ça se matérialise comment? Bah, ça va être par exemple mettre en avant les auteurs, donc les auteurs, les experts chez vous qui vont rédiger le contenu. Ça va être aussi montrer patte blanche entre guillemets, c'est-à-dire voilà avoir des reviews impeccables, avoir des paiements sécurisés. J'espère que c'est le cas chez vous, etc. Pourquoi on parle de ça? C'est que c'est hyper intéressant ici de regarder ce qui s'est passé depuis 2014 pour essayer de voir vers quoi on tend. Déjà, la notion de EAT, elle apparaît, donc, comme j'ai dit, en 2014 dans les guidelines des Quality Raters, donc c'est assez ancien, mais c'est surtout depuis la Medic Update en 2018 qu'on en a beaucoup parlé. Puis ensuite, on assiste à vraiment une accélération des mises à jour ou des partenariats Google, etc., qui ont un lien avec l'EAT, comme par exemple le partenariat avec Mayo Clinic, donc un des plus gros instituts médicaux aux États-Unis. C'est pas du tout anodin que Google fasse un partenariat avec eux, puisqu'ils s'intéressent très très fort à la santé, et notamment à contrer les fausses informations. Souvenez-vous, en 2018, on est à peu près à la fin de la crise des anti-vax et on est juste avant la crise Covid, avec aussi les fake news qui vont avec. Donc maintenant, si on passe très rapidement, de toute façon, vous pourrez télécharger les slides. Elles seront en ligne, je crois, d'ici une semaine. Sur les derniers mois, qu'est-ce qu'on a de vraiment intéressant? On a surtout déjà la Victim Protection Update. Donc là, c'est passé un peu inaperçu, mais Google a en gros lancé une mise à jour qui visait à pénaliser les sites qui s'étaient rendus coupables de harcèlement. Voilà, les sites ou les sociétés de harcèlement, soit envers leurs employés, soit externes. Et surtout, août 2021, on a la réapparition de l'authorship. Alors, souvenez-vous, l'authorship, pour les plus anciens, ceux qui étaient là en 2013, Google avait lancé très brièvement l'author rank. Alors, si vous vous rappelez comment c'était, ça fonctionnait avec Google+. Il fallait que l'auteur, depuis son profil Google+, dise qu'il a rédigé tel article, et Google faisait le lien avec l'article qui est sur votre site pour vraiment prouver que l'auteur était celui-là. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Ça se fait via des données structurées. Et donc, oui, depuis août 2021, ça n'avait jamais figuré avant. C'est pas anodin, selon nous, que depuis juste 1 an, Google commence à se réintéresser à ces données d'autorship. En fait, nous, on pense qu'il a jamais cessé de s'y intéresser, mais que là, il commence à vraiment communiquer dessus. Donc, dans les guidelines, il préconise la mise en place des données structurées auteurs dans la balise article. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Si vous avez un blog, si vous avez des auteurs qui sont des experts, qui sont des professionnels, il faut les mettre en avant. Et vous pouvez donc mettre en place ces données structurées. Si vous ne connaissez pas, ça se passe comme ça dans la balise article, donc comme n'importe quelle autre donnée structurée que vous avez déjà sur le blog. Et je disais avant, Google avait besoin de ce lien avec Google+, pour faire la liaison, en fait. Maintenant, c'est plus trop le cas, non seulement avec les données structurées, mais aussi avec des nouvelles techniques, comme par exemple la stylométrie. Donc là, ça peut paraître un peu futuriste, mais c'est déjà le cas en vérité. Donc la stylométrie, c'est quoi? C'est utiliser des méthodes algorithmiques pour déterminer si un auteur est bien, si une personne est bien l'auteur d'un texte. En analysant le style, la ponctuation, les mots les répétés le plus souvent. Donc l'exemple très connu, c'est J.K. Rowling en 2013, qui avait publié sous un pseudonyme un polar qui s'appelait L'Appel du coucou. Et un ordinateur a en quelques jours démystifié le truc. Il a tout de suite identifié J.K. Rowling comme étant l'auteur parce qu'on lui avait donné à manger beaucoup de littérature, dont tous les Harry Potter, et grâce au style, il a très vite identifié quelle était l'autrice. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le dépôt du brevet auteur-vecteur en mars 2021, donc ça c'est un brevet déposé par Google, qui va aussi dans ce sens-là. Donc c'est tout simplement l'application de l'intelligence artificielle au service de la stylométrie, donc pour identifier les auteurs facilement. Donc on peut imaginer, si on se projette d'ici quelques années,
que du moment que vous avez écrit suffisamment de contenu en ligne, que ce soit des tweets, des forums, des articles, Google puisse vous s'associer à un style d'écriture et savoir si vous êtes réellement l'auteur d'un contenu. Pourquoi c'est important? C'est parce que là encore, si on se projette, souvenez-vous, hein, enfin c'est encore le cas maintenant, mais historiquement en SEO, on a toujours eu des problèmes liés à la paternité. Et là, ça va s'inverser parce que avant, on piquait la paternité d'un contenu. Il y avait des gros problèmes avec ça. On vous copiait, un concurrent allait vous copier un contenu et puis voilà, clamer la paternité à votre place. Maintenant, on risque d'avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire un contenu et peut-être dire que voilà, votre contenu, votre article sur le cancer, c'est Michel Simès qui l'a écrit, vous signez Michel Simès. Donc, on peut avoir du vol de paternité dans l'autre sens. Donc, justement, la stylométrie est un des leviers qui permettra d'éviter ça. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est comment ça va se passer au niveau on va dire, du rapport entre rédacteur et publisher. Ça risque de changer un peu, puisque là, on devra faire appel non seulement à des rédacteurs, mais vraiment à des experts. Possibilité de voir apparaître dans quelques années des plateformes dédiées pour la mise en relation. Voilà, moi j'ai un article à écrire sur les piscines. Je vais missionner un expert online sur les piscines qui a déjà un profil EAT assez fort pour justement donner plus de valeur à mon article. Donc on peut imaginer ce genre de relations-là qui vont se mettre en place. Pour ne rien vous cacher, c'est déjà le cas en fait. Il y a beaucoup d'experts SEO qui font déjà ça, notamment aux États-Unis. Donc c'est une pratique qui risque de se généraliser. Donc ça, c'est pour tout l'aspect justement contenu. Et maintenant, au niveau de la rédaction pure et de la manière dont Google comprend les textes, il y a aussi beaucoup d'évolutions, Jérémy. Exactement. Du coup, là, on est déjà dans le présent, mais il faut en parler parce que c'est extrêmement récent et évidemment, ça va être notre futur en tant qu'expert SEO, en tant que rédacteur et rédactrice, évidemment, c'est important. Donc, en septembre, il y a une mise à jour qui est, il me semble qu'aux États-Unis et peut-être sur le Royaume-Uni. Il s'agit en fait tout simplement d'apporter au contenu une valeur ajoutée, une plus-value. En gros, il faut arrêter d'agréger des informations. Il ne faut pas se contenter d'agréger des informations. Évidemment, il faut le faire, il faut être exhaustif, c'est hyper important. Mais il faut essayer de se démarquer pour déclencher un re-ranking, pour le dire comme ça. Donc ça, c'est assez important d'avoir en tête que c'est bien évidemment d'être exhaustif dans son contenu, mais il va falloir apporter quelque chose d'un petit peu différent, de sortir un petit peu du lot. Ça, c'est important. Alors comment faire, vous allez me dire? Eh bien, une des pistes, vraisemblablement, c'est évidemment d'être toujours le plus à jour possible dans l'information qu'on va transmettre. Aujourd'hui, la plupart des outils, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils agrègent de l'information qui est tirée des SERP, évidemment, des contenus des SERP. C'est la chose la plus simple. Alors, la plus simple, pardon, mais en tout cas, c'est la plus commune à faire. Et puis, demain, évidemment, ce qui va être prépondérant, ça va être d'aller chercher de l'information, éventuellement sur Google Scholar, pour avoir une information qui est vraiment à jour, être les premiers sur le sujet et apporter cette fameuse valeur ajoutée qui va manquer tout simplement aux concurrents. La fin des contenus purement SEO, oui, ça commence à bien faire. Je pense que vous avez tous été victimes de ça. Vous êtes fan d'une série, vous voulez voir s'il va y avoir une nouvelle saison. Et vous tapez par exemple Casa de Papel saison 7, et puis vous avez un article qui ressort, vous cliquez dessus et ça vous dit rien. Ça vous dit que ça n'existe pas. Parce qu'il n'y aura pas de saison 7. Voilà. Il n'y aura pas de saison 7 et ça vous fait un gros article tout pourri. Je suis sûr que si on tape saison 8, il y aura peut-être des articles aussi. Voilà, ça n'a aucune plus-value pour Google. Et ça, clairement, Google va certainement, va s'y attaquer de plein fouet, en l'occurrence à travers entre autres, surtout les technologies de NLP. Donc, je vais en reparler un peu plus tard de NLP. Donc, c'est le traitement automatique du langage naturel. Ça veut dire que Google comprendra mieux, pas que Google, en tout cas tous ceux qui utilisent le NLP, les moteurs seront de plus en plus efficaces pour évaluer la pertinence réelle d'un contenu. Donc, celui-ci, par exemple, n'a aucune pertinence. Les autres questions, évidemment, à se poser, on va parler dans la slide d'après, c'est est-ce que les signaux externes seront toujours aussi importants? Et puis, évidemment, quid des cocons sémantiques?
On sait que les cocons sémantiques, ça sert aussi à manipuler les algorithmes de Google. Donc, on est en droit de penser, évidemment, que Google va mieux comprendre cette façon qu'on a de le manipuler et vraisemblablement de s'y attaquer. Alors, ça veut dire qu'il va falloir arrêter de faire des cocons sémantiques, ça veut dire qu'il faut faire différemment, et c'est déjà d'ailleurs le cas, hein. Il y a 5 ans, on ne faisait pas les cocons de la même façon qu'aujourd'hui, et dans 3 ans, il faudra les faire de façon différente aussi. Toujours évidemment avoir en tête que c'est utile pour l'utilisateur d'avoir cette structure en cocon. Donc je ne vous dis pas d'arrêter, je vous dis juste d'être extrêmement vigilant parce que les choses vont changer. Voilà, pardon. Hop, j'ai mis ce clic. Évidemment, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça va être la mort du netlinking? Alors je réponds, je rassure, pas encore bien entendu, et certainement jamais, puisque bon, les liens, c'est quand même la base du web, c'est la base de l'algorithme, du premier algorithme de Google, hein, c'est comme ça que Google s'est fondé. Donc, on n'est pas en train de dire que ça va être terminé, mais en revanche, les signaux externes apportés par les liens vont être certainement soit pas pris en compte, soit moins pris en compte. Ce qu'on a le droit de penser, c'est quand vous recevez un lien de votre thématique. Évidemment, si Google a déjà bien compris votre thématique, il n'aura certainement pas besoin de ces signaux externes. En revanche, il aura toujours besoin d'aller chercher, évidemment, de l'autorité pour votre site. Donc, on ne vous dit pas qu'il faut arrêter. On ne vous dit pas qu'il faut arrêter de faire des liens non plus contextualisés dans votre thématique. On dit juste que, clairement, Google, il aura certainement moins besoin de ça pour mieux comprendre ce que vous lui donnez à manger. Donc néanmoins, il faut quand même continuer, mais ça mérite quand même qu'on se pose la question. Évidemment, je ne sais pas s'il y a des Black Hat, ne me tapez pas s'il vous plaît, mais clairement, Google, il s'attaque depuis longtemps au Black Hat, il essaie d'assainir tout ça. On est en droit aussi de penser que certes, les stratégies Black Hat qui sont mises en place actuellement seront un peu moins efficaces à long terme. Et là encore, je fais confiance aux Black Hat et on compte sur eux pour trouver d'autres idées, d'autres stratégies pour tromper Google et que ça puisse nous inspirer à tous. Et puis, Charlie, tu vas nous parler d'intelligence artificielle et nous expliquer si c'est ou pas, du coup, l'avenir du SEO. Ouais. On reste dans le thème, hein. Tu parlais de l'intelligence artificielle pour la NLP, hein, pour la compréhension du texte, donc tout ce qui s'appuie sur le machine learning. Alors, le machine learning, ça s'utilise déjà à l'heure actuelle et dans beaucoup, enfin, on va dire à chaque étape d'une stratégie SEO, et ça va se généraliser, à mon sens, dans le futur, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre l'habitude de travailler avec des outils IA au quotidien. Donc déjà à l'heure actuelle, hein, on a des dizaines de solutions qui existent, hein. Vous avez Google Vision, on vous montrera tout à l'heure. SEMrush a une partie IA, mais chez nous, chez SEMJ, on a une partie IA pour la compréhension des contenus, pour l'aspect sémantique. On a Bright Edge qui fait de l'analyse de data avec de l'IA. On a Jasper qui peut faire de la rédaction de texte. Le KWI qui fait de la compréhension du search intent, donc l'intention utilisateur avec l'IA. Voilà, et donc on peut imaginer qu'on aura une panoplie d'ici 3-4 ans, ce sera assez généralisé, panoplie d'outils qui fonctionneront à plein régime avec l'IA. Donc ça, c'est une première chose, mais le côté IA, il est utilisé donc chez Google, mais pas oublier qu'on l'utilise de notre côté. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans les dérives, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va forcément voir apparaître dans les prochaines années, puisque maintenant, la génération automatique de texte via l'IA, avec Copy AI, et voilà, je ne citerai pas toutes les solutions, c'est Jasper, comme j'ai dit. C'est quelque chose de déjà très présent et qui coûte peut-être encore un peu cher, encore ça dépend, mais qui risque d'être utilisé de manière massive par les SEO. Donc là, clairement, on sait que c'est déjà pas une très bonne idée. Pourquoi? Déjà parce que Google le considère comme une technique de spam, au même titre que faire du spinning, donc tout ce qui est texte à trous, etc. Et puis, au même titre que la traduction automatique d'un texte en anglais traduit à la volée en français, c'est considéré comme du spam. Donc, on le sait, c'est pas étonnant que ce soit une mauvaise pratique. La question, c'est est-ce que Google est capable de distinguer un texte que moi j'ai rédigé et un texte qu'une intelligence artificielle a rédigé, alors que les deux sont parfaitement en bon français. Et la réponse tendrait à être oui, plutôt oui, puisque il y a déjà des outils qui permettent de détecter
des textes autogénérés. Il y a déjà des algos qui permettent de voir ça. Puisqu'en fait, les textes générés par l'IA ont tendance à répéter des patterns qui sont assez semblables, en fait. Donc, vraisemblablement, Google a déjà en train de mettre au point des stratégies et des solutions pour identifier ces textes-là facilement et possiblement les pénaliser. Donc, attention à ce niveau-là. L'IA, c'est vraiment là en assistance et pas vraiment pour faire tout le boulot à votre place. C'est pour ça que chez SMJ, pour faire un peu notre pub, on a un assistant IA qui va vous faire le plan, par exemple, le plan de l'article ou juste l'intro, mais jamais tout le texte. Autre aspect très important, ça va être les images, puisque là, si vous avez suivi l'actu toute cette année, on a eu donc beaucoup de modèles de génération automatique d'images qui sont archi impressionnants, archi performants. On a eu DALL-E 2 en début d'année, ensuite on a eu Midjourney, et puis là cet été, Stable Diffusion, et tout ça, c'est des modèles qui fonctionnent à merveille et qui sont capables à la fois de vous générer soit des œuvres d'art, soit même des images hyper réalistes. Donc, on peut imaginer qu'on pourra s'aider de ça pour agrémenter nos articles, pour même notre site internet en général, parce qu'on veut faire du contenu authentique. Donc, c'est toujours mieux. On sait qu'utiliser des stocks photos, c'est de moins en moins bien et qu'il y a vraiment une prime à l'authenticité et l'originalité. Là, l'image que je vous ai mis en illustration, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un type qui a présenté cette œuvre-là à un concours d'art dans le Colorado et il a gagné la première place. Et surprise, en fait, c'est pas lui qui l'avait fait, c'est l'IA. Donc, c'est la première fois que l'IA gagne un concours d'art. Donc, c'est un peu rigolo, mais c'est un peu annonciateur du futur. La question qui va avec ça, c'est est-ce que Google va pénaliser si vous utilisez massivement l'IA pour générer des images, pour tout simplement illustrer vos articles? La réponse, c'est non. John Mueller a été assez clair la dernière fois qu'il en a parlé. Il a dit que ça posait aucun souci a priori, c'est pas considéré comme du spam, c'est quelque chose qui vient généralement aider l'utilisateur et rendre des pages plus agréables, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, contrairement au texte auto-généré. Et puis la suite logique de tout ça, c'est, puisqu'on a le texte, on a les images, évidemment, on va tendre vers les vidéos autogénérées, et là on se croirait dans la science-fiction, sauf que c'est déjà le présent. Si vous avez suivi l'actualité, donc en septembre, donc la société Meta a dévoilé Make a Video, donc génération de vidéos automatique à partir d'un prompt. Vous mettez, là par exemple, Nounours qui fait la vaisselle dans une cuisine, et ça va vous générer une vidéo. En réaction, Google a lancé donc via Google Imagen ils ont annoncé un autre modèle encore plus performant qui permet de faire de la HD 24 FPS d'ailleurs, je crois. Et là, on en est qu'au balbutiement, évidemment. Mais vous verrez que d'ici 1 an, 2 ans, tous ces modèles de génération de vidéos automatiques seront déjà beaucoup plus au point s'ils suivent la même route que ça a été le cas pour les images. Donc ça aussi, on peut se demander, là on n'a pas la réponse, mais on peut se demander est-ce que ça peut avoir de la plus-value à apporter à vos contenus comme voilà. Donc là, on a parlé justement de tous les médias qu'on pourrait imaginer, puisque là, tu vas nous expliquer, Jérémy, que les médias sont de plus en plus importants pour se différencier dans le futur. Et oui, tout à fait. Et ils prennent de plus en plus de place, ils font de plus en plus de bruit. Et non, Clément ne pourra pas cliquer sur le lien de la vidéo avec le nounours. La première chose dont on voulait parler au sujet des médias, c'est toujours les images, mais surtout on voulait parler d'IA Vision, qui est donc une API Google qui permet d'utiliser le machine learning en fait pour comprendre les images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, cette API est capable de détecter et de reconnaître des visages, elle est capable d'analyser et comprendre des émotions, elle est capable de reconnaître des lieux, donc évidemment, elle est capable de géocaliser, elle est capable de détecter des objets. J'ai vu dans les questions qu'il y avait des questions sur la recherche au niveau des objets, il me semble, on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Et puis, évidemment, elle est capable de reconnaître du texte, même du texte manuscrit. Donc, par exemple, on peut se dire que des textes un petit peu anciens pourront être mieux compris
par exemple pour les paléographes, ça va peut-être les mettre au chômage, et ça m'aurait bien aidé, parce que j'avais fait de la paléographie à la fac, et je comprenais absolument rien, c'était extrêmement difficile. Donc voilà, et puis évidemment, l'avenir, c'est quoi? Bah, les images vont suffire à elles-mêmes, parce qu'à partir du moment où Google comprend ce qu'il voit, et il est capable de l'expliquer, il est capable de l'analyser. Finalement, le contexte autour, le texte, ça sera peut-être pas beaucoup moins utile. Il sera capable d'interpréter, bien entendu, comprendre un paysage, le classer, etc. Et évidemment, il sera aussi capable de comprendre, de lire les infographies. Donc ça, c'est intéressant, parce que les infographies, on est toujours obligé de les livrer avec tout un texte qui explique l'infographie. Là, on pourra peut-être à terme se contenter de balancer l'infographie, et Google se débrouillera. Voilà. Donc si on fait un petit test avec un Tom Cruise qui est tout souriant, là, typiquement, il visionne, il comprend que Tom Cruise est content, vraisemblablement, il a vu les chiffres du box-office pour le nouveau Top Gun, et voilà, Tom Cruise est clairement heureux des chiffres qu'il a réalisés. J'adore, parce qu'on a testé avec plusieurs images de Tom Cruise, il trouvait aucune émotion. C'est ça. Alors si on prend Tom Cruise en train de jouer dans un film, voilà, on n'a aucune émotion, je ne sais pas ce que ça veut dire de lui, si c'est Google qui n'est pas bon ou c'est lui qui n'est pas bon. Quoi qu'il en soit, là, il est heureux. C'était juste pour la petite anecdote. Alors, évidemment, on vous dit tout à l'heure, il faut écrire différemment. Et puis là, on est en train de vous dire, il ne faut pas que écrire. Oui, évidemment, la vidéo, ça marche très, très fort. Ce n'est pas une nouveauté et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que, évidemment, ça prend beaucoup de faire un contenu. Il faut avoir en tête que 10 à 20% des internautes lisent intégralement un contenu. Donc, ça veut dire que le contenu, il va falloir évidemment bien le structurer pour que l'internaute ait l'information qui l'intéresse. OK. Pour évidemment que notre contenu, il ait la plus-value et que derrière, il ait la transformation. Ce qu'on veut vous dire, nous, c'est que il y a des stats qui sont assez intéressantes, c'est que faire de la vidéo, c'est d'abord, c'est 80% des visiteurs de vos pages, s'il y a une vidéo, ils vont regarder la vidéo. Il y a des études qui ont interrogé des consommateurs. 7 consommateurs sur 10 préfèrent une vidéo, regarder une vidéo que lire du texte. Voilà, 90% des consommateurs affirment que la vidéo les aide à prendre une décision d'achat. Donc c'est quand même énorme. Le taux de conversion des ventes avec une vidéo est supérieur à 300% que lorsqu'il n'y a pas de vidéo. Donc évidemment, ça aide beaucoup à la conversion. Donc ça commence à faire réfléchir et à se dire, il me faut peut-être des vidéos pour mieux vendre. Et puis évidemment, ça c'est intéressant, 53 fois plus de chances d'être en première page de Google avec de la vidéo. Donc clairement, on vous dit, écrivez et faites des vidéos, vous ne privez pas, évidemment, ça vous rendra service. Les vidéos, c'est bien, dans la vidéo, il y a du son, mais dans les podcasts, il y a du son, et les podcasts, c'est de plus en plus écouté, de plus en plus utilisé à des fins marketing, et pas que. Et depuis 2019, en fait, dans les résultats de recherche, vous avez dû remarquer qu'il y a des podcasts qui commencent à ressortir, donc ça, c'est intéressant. Et écoutez-les, c'est important. Et ce qui est intéressant, surtout avec les podcasts, c'est que d'abord, ils sont écoutés, surtout 80% du temps, lors des trajets domicile-travail, donc pendant des moments où les personnes ne font rien d'autre que écouter. Donc c'est important, évidemment, puisqu'ils sont plutôt concentrés sur l'écoute. Et puis, les 80% des podcasts sont écoutés entièrement ou presque entièrement. Ça, c'est beaucoup. Même des podcasts qui sont très longs sont écoutés jusqu'au bout, pour la plupart. Donc, il y a un fort taux de rétention. Et ça, c'est important pour faire passer son message, bien entendu. Alors, évidemment, pourquoi on se focalise sur le podcast ici? Parce que, en fait, il y a de plus en plus d'écoutes de podcasts. En 2019, en France, c'était 11 millions. Aujourd'hui, on est proche des 18 millions d'auditeurs. Et lorsqu'on regarde les recherches sur le sujet sur ces 5 dernières années, ça ne fait qu'augmenter. On est au pic aujourd'hui des recherches et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, passez au podcast si vous voulez, vous avez des enjeux marketing, des enjeux SEO, ça vous aidera aussi à mieux ranker et à mieux vous faire connaître, bien entendu. Tout à l'heure, je parlais du traitement automatique du langage naturel. Donc, en anglais, c'est le NLP, Natural Language Processing. Donc, en gros, c'est quoi? C'est tout simplement le son que Google capte, reçoit. Il est capable aujourd'hui de le retranscrire.
Donc là, j'ai pris une scène forte. J'espère que je spoil personne avec cette scène. Je l'avais pas encore vu. T'avais jamais vu, merde. Mais voilà, l'idée en gros, c'est quoi? C'est qu'il est capable de traiter le langage, il est capable de le comprendre, il est capable de le manipuler au besoin, et il est capable évidemment de générer un transcript. Donc ça, c'est hyper fort. Évidemment, lorsque vous regardez des vidéos YouTube, vous le voyez en direct. Alors, c'est pas toujours très, très bien fait. Mais si vous voyez, depuis le moment où Google a commencé à le faire sur YouTube et aujourd'hui, il y a déjà eu une belle évolution de sa capacité à bien transcrire les mots, les dialogues. Et donc, ça ne va que s'améliorer avec le temps. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas que Google qui le fait, hein, par ailleurs, et il y a déjà de très très bons outils qui transcrivent vachement bien, pour le dire comme ça, pardon. Clairement. Et quoi d'autre? Bah, évidemment, les images, ça a toujours beaucoup de sens, que ce soit par l'intelligence artificielle ou autre, mais ce qui va avoir beaucoup plus de sens, c'est des images originales. On parlait de plus-value tout à l'heure. C'est bien d'utiliser des images que vous avez créées vous-même, donc moins de photos issues de stock. Au niveau des vidéos, pour aller très très vite, on a vu là récemment avec une mise à jour Google que TikTok a explosé sa visibilité organique. Donc Google lui donne beaucoup plus de place qu'avant. Donc c'est un vrai signal sur l'avenir, ou c'est peut-être un test, il revient en arrière, mais à voir. Clairement, ça ressemble à un signal positif pour TikTok en tout cas. Et puis évidemment, on se pose la question, quid des vidéos live sur Twitch, est-ce que Google, à un moment donné, va s'attaquer à ces vidéos pour essayer de les indexer, peut-être en direct, peut-être en faire quelque chose, parce qu'il y a une énorme matière, et aujourd'hui, ils l'utilisent pas, ou voire très très peu. Oui, et au-delà de Twitch, toutes les plateformes de streaming qui se développent énormément et qui vont continuer à se développer dans le futur. Exactement. Pour terminer, tu vas nous parler d'autre chose que Google. C'est ça. Donc là, c'était un peu pour ouvrir les chakras et terminer cette conférence comme ça, parce que on a vraiment cette habitude en tant que SEO de se concentrer exclusivement sur Google. Et sauf que c'est pas très intelligent de faire ça quand on regarde un peu les tendances actuelles. Si on regarde ce qui se passe, je vais vous montrer un peu quelques chiffres. Premier constat, c'est déjà les baisses des taux de clics. On voit que d'année en année, les taux de clics sur les SERP baissent. Et non seulement ça, mais même le ratio de recherche qui ne génère aucun clic, donc ce qu'on appelle les zero-click searches. Là, je vous ai mis donc une étude de SimilarWeb. Alors, c'est jusqu'à 2020, mais ça continue de monter, évidemment. On voit que le nombre de recherches qui n'aboutissent à aucun clic, c'est-à-dire, je demande une information, quelle heure est-il à New York? Voilà, c'est l'exemple typique. J'ai la réponse, je ne clique nulle part. Ou est-ce que je peux consommer un médicament périmé de tel ou tel type? Oui, non, bon, j'ai ma réponse, ok. Je m'en vais, je ne clique sur rien. Les requêtes à 0 clic atteignent maintenant 70% sur mobile. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur des milliards de requêtes aux États-Unis. Donc c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus prégnant. Deuxième constat, si on regarde un petit peu la répartition entre Google et les autres moteurs de recherche. Alors là, je ne vous parle pas, quand je dis moteur de recherche, d'Ecosia ou de DuckDuckGo, hein. Je parle bien sûr des deux gros moteurs de recherche qui concurrencent beaucoup Google au niveau du search, que vont être Amazon et YouTube. Donc si on regarde les dernières études en la matière, donc là encore c'est les États-Unis, on voit que en termes juste de volume brut, de nombre de recherches, Amazon est le moteur de recherche qui génère le plus de recherches uniques, on va dire. Tout simplement parce que les gens ont tendance à effectuer plein de recherches sur Amazon à la suite. Et que Google, finalement, va de plus en plus se concentrer sur l'aspect encyclopédique. Donc, on va ensuite utiliser différents canaux pour différentes fins. YouTube va évidemment être le premier moteur de recherche pour les vidéos. Et ensuite, donc, là, pourquoi c'est important, c'est qu'on va essayer dans le futur de faire ce qu'on appelle de l'integrated search, de la recherche intégrée, donc de planifier nos stratégies pour prendre en compte tous les canaux. Peut-être que mon contenu encyclopédique, informationnel, mes guides d'achat, je vais l'orienter pour qu'il
qui rankent sur Google. Je vais devoir faire du SEO sur Amazon pour ranker mes pages produits, parce que ça existe le SEO sur Amazon. Il y a des techniques, il y a des manières d'optimiser son ranking. Et pour YouTube, peut-être que pour YouTube, pour des contenus plutôt des tutos, des guides, des contenus inspirationnels, je vais plutôt privilégier ce canal-là. Donc là, on va vraiment être dans les années qui viennent vers, à mon avis, une manière un peu repensée de faire de l'organique, de faire du SEO, en essayant de prendre en compte tous les moteurs de recherche disponibles. Donc voilà, ça c'est un peu de l'anticipation, mais sachez que ces chiffres-là qui sont aux États-Unis, on a toujours une latence pour que ça arrive en France, surtout qu'Amazon n'est pas du tout assez développé chez nous, mais voilà, parfois il y a 1 an, 2 ans, 5 ans de latence, mais c'est des tendances qui évidemment ont toujours tendance à venir chez nous. Voilà pour ce tour d'horizon. Donc, on a parlé de plein de sujets. On n'a pas été exhaustif, mais on a essayé d'aller puiser, vous avez vu, dans les derniers brevets déposés, dans les dernières mises à jour lancées, pour définir ce qui était le plus probable d'arriver dans les années à venir. Et donc, pour finir, nos 3 conseils à retenir. Donc déjà l'IA, parce que l'IA, ça va vraiment prendre une place de plus en plus importante. Donc un peu d'IA, mais pas trop. L'idée, là, c'est d'utiliser l'IA comme un assistant. C'est pour ça qu'elle est là, mais pas pour remplacer complètement vos rédacteurs, par exemple. Là, ce serait plutôt une mauvaise idée. Tout à fait. Je prends la parole. J'ai supposé qu'il fallait que je fasse la suite. Oui, pensez. Alors, ça, c'est évidemment pas nouveau. On vous le dit tout le temps, mais pensez utilisateur. Faites appel à des experts pour vos contenus. C'est hyper, hyper, hyper important. C'est clairement les signaux qu'on voit depuis quelques années, donc il faut y aller. Et puis, je termine sur varier les canaux SEO, j'en ai parlé, varier les médias et apporter une valeur ajoutée à vos contenus, que ce soit par de l'information ou par l'intégration d'autres médias. Voilà, on va pouvoir passer aux questions, un peu de temps, il me semble. Tout à fait. Il nous reste 8 minutes pour prendre les questions. Peut-être je te laisse commencer à regarder un petit peu les questions auxquelles tu voudras répondre. Puis moi, pendant que tu regardes, j'en profite pour juste vous rappeler que la prochaine conférence, c'est une table ronde qui va être super intéressante avec différents annonceurs. Comment construire la Dream Team SEO. Donc, n'hésitez pas. Certains d'entre vous ont peut-être eu des problèmes de connexion avec Livestorm parce que on est limité à 1000. Donc, c'est finalement les 1000 premiers qui vont être servis, malheureusement. Voilà. Est-ce qu'on a une première question, Jérémy? On a plein de questions. Alors d'abord, je vais juste mettre dans le chat, parce que j'ai vu que quelqu'un me demandait, c'est juste le lien du podcast réalisé par l'équipe de Google. C'est vachement intéressant sur le futur du SEO, bien entendu. Donc ça, je viens de le mettre, vous pourrez le regarder. Comment savoir quel HTTP on a? Alors, il y a 2 questions autour de ça. Comment savoir si un site est en HTTP 1 ou en HTTP 2, etc. Et la différence avec le HTTPS. Donc, le HTTP, comment savoir lequel on a? Alors, il y a des outils qui peuvent aider. Alors, on peut inspecter l'élément. Il y a une manipulation à faire que je ne connais pas par cœur, mais comme je suis feignant, comme tout bon, comme tout SEO. comme tout SEO, je peux vous dire que vous pouvez utiliser, je mets pareil dans le chat, cet outil qui vous permet de regarder si vous êtes en HTTP2, et vous pouvez utiliser cet outil là si vous voulez regarder si vous êtes en HTTP3. Voilà. Et j'ai fait un test et vous verrez, je n'ai pas fait exprès, vous verrez le lien d'un site que je conseille vivement. Quoi qu'il en soit, autre question. Comment bien intégrer une vidéo sur une page, lien YouTube, encapsulage vidéo, hébergement interne? Merci. Est-ce que tu veux répondre, Charlie? Oui, alors effectivement, il y a eu une mode il y a quelques années de l'hébergement interne ou des players un peu spécialisés SEO du type Wistia qui marchait bien. Maintenant, la tendance, c'est vraiment plutôt l'intégration YouTube. Et cette intégration YouTube, pour qu'elle soit faite de manière optimale, nous, ce qu'on a tout le temps tendance à préconiser, c'est de proposer un transcript. Donc, vous avez la vidéo. Il y a des logiciels, vous n'êtes pas obligé de le faire à la main. Vous
pouvez l'automatiser, mais via un logiciel de transcript vidéo, mettez le transcript en dessous de la vidéo. Si vous allez sur des blogs SEO comme le blog d'Abondance, hein, pour rendre hommage à Olivier Andrieux, vous verrez qu'il fait ça. Hein, c'est des bonnes pratiques qui permettent à Google de mieux comprendre le contexte. Et puis, il y a évidemment tout ce qui va être données structurées. Donc, renseignez-vous sur les données structurées vidéo qui vont permettre de donner un peu de contexte à ce contenu média. Voilà. Oui, pour compléter, du coup, c'est juste que oui, il vaut mieux encapsuler une vidéo. L'hébergement interne, c'est extrêmement lourd, alors à moins que vous ayez la capacité d'héberger ailleurs que sur votre site internet, pourquoi pas, mais laissez l'hébergement des vidéos, tant qu'à faire, YouTube, à Vimeo ou à d'autres. Ce sera beaucoup plus simple pour vous d'héberger justement, ne pas héberger justement les vidéos sur vos pages, sauf si vous avez la capacité technique de le faire, bien entendu. Tout à fait. Alors, les votes changent beaucoup. Oui. Ça va très vite. Quel est le futur pour la recherche visuelle sur le plan, sur le point de vue SEO? Alors, recherche visuelle, j'imagine, c'est la recherche image. Hein. Donc ça, tu veux, puisque tu en as parlé un petit peu, tu veux compléter. Je peux essayer. Bon, là, clairement, je ne sais pas trop du tout ma spécialité, mais bon, je me suis intéressé au sujet. Donc, j'imagine on sert son téléphone avec sa caméra et puis on regarde un objet et puis Google est capable de le définir et puis éventuellement de définir un prix, etc. Donc, clairement, Google travaille beaucoup dessus ces dernières années. C'est beaucoup utilisé, je sais, aux États-Unis par exemple. Ça va venir petit à petit en France dans les utilisations de tout un chacun. Donc, c'est quoi le futur? C'est que ça va que s'améliorer. Google est à fond dessus, il a beaucoup investi. Donc, à part vous dire que ça va mieux s'améliorer avec le temps, je n'ai pas, hélas, je m'en excuse, beaucoup plus d'informations à dire sur ce point-là. Oui, et pour la recherche image plus classique, hein, la reconnaissance des images est de plus en plus au point. Jérémy vous a montré un extrait de Google Vision tout à l'heure. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur le site de l'API Google Vision, testez les images de votre site. Vous verrez en fait comment Google perçoit vos images et vous aurez parfois peut-être des surprises. Mais en tout cas, c'est de plus en plus précis. Tout à fait. Pourquoi le cocon sémantique serait-il affecté si on donne des contenus pertinents autour d'une thématique aux utilisateurs? Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit justement qu'il fallait faire extrêmement attention sur la façon dont on construisait son cocon sémantique aujourd'hui et qu'il fallait en effet qu'il soit extrêmement pertinent pour vos utilisateurs dans la façon dont vous allez le construire. Évidemment, éviter le spinning content qui peut parfois un peu trop utilisé par des SEO sur des sites quand ils font des cocons. Hein. Des articles qui sont de manière évidente rédigés uniquement à des fins SEO en fait. C'est ça. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à avoir. Et si vous faites les choses de façon très, très propre dans le futur, et déjà aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est juste que lorsque vous commencez à faire du content spinning, c'est-à-dire que vous faites des articles qui se ressemblent tous et qui ne rapportent pas de plus-value à l'internaute, clairement, Google vous pénalisera. Ok, je pense que c'est clair. Merci, Jérémy. Une question qui va nous intéresser, comment on positionne un podcast? Ça nous intéresse toutes. Hein. Oui. Mais qui va nous concerner directement. Comment on positionne un podcast? Donc, une page qui l'héberge peut-elle se positionner ou alors c'est un positionnement sur les plateformes? Donc effectivement, alors ça dépend des plateformes parce que le positionnement d'un podcast, par exemple si vous le mettez sur plusieurs plateformes, vous le mettez, admettons, sur Apple Podcast, ça va énormément être tributaire du nombre et de la qualité de vos reviews, en fait. C'est pour ça hein, qu'à la fin de chaque podcast, souvent on vous rappelle, mettez-nous 5 étoiles, etc. C'est parce que ça va jouer directement sur le référencement au sein de ces plateformes-là. Après, si vous parlez de référencement plutôt organique, oui, là, c'est la page. Vous pouvez héberger ce podcast sur une page d'accueil, on va dire, qui va se positionner. À noter que, par contre, une fois que le podcast est connu de Google,
vous aurez le carrousel podcast, c'est-à-dire que le nom de votre podcast, par exemple, il s'appelle SEMJ, podcast SEMJ, et là, à la place du carrousel image, vous aurez un carrousel podcast avec les différents épisodes, parce que Google est capable de comprendre que c'est votre recherche. Voilà, et pour compléter, hélas, j'ai envie de dire aujourd'hui, la meilleure façon de bien référencer un podcast, c'est de l'intégrer dans une page avec du texte encore. On en est hélas encore là. Et puis après, bon, Charlie l'a bien expliqué sur les plateformes, elles ont toutes leurs spécificités. Mais hélas, on n'a pas encore trop le choix de passer par du texte et du texte pour référencer un podcast. Tout à fait. Hop, alors. Je suis la seule autrice de mes articles sur mon blog. Jusqu'à aujourd'hui, je n'affiche pas la donnée auteur. Faut-il que je l'affiche même si, je serai toujours la seule à être mentionnée? Est-ce que tu veux répondre à ça? C'est une très très bonne question. Alors, je n'affiche pas la donnée auteur, faut-il que je l'affiche? Alors non, c'est pas grave. Non. En faisant ça, vous pouvez être la seule autrice, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez bâtir de l'autorité. Donc cette autorité, à force de publier des articles, surtout si ce sont des articles qui traitent d'un sujet spécifique. Si vous parlez de cuisine, et ensuite de piscine, et ensuite de science-fiction, ça va être un peu compliqué. Mais si vous avez, je ne connais pas votre site, mais si vous avez un site qui est un petit peu spécialisé, en théorie, en tout cas, grâce à l'authorship, Google va petit à petit vous associer à cette thématique-là et vous considérer comme experte. Mais aussi, il ne faut pas s'arrêter à ces données structurées-là. Pour que Google vous associe pleinement à l'idée d'expertise, participer sur les réseaux sociaux, être actif, voilà, Twitter, LinkedIn, etc. On sait que ça, ce sont des signaux très indirects, mais qui peuvent être regardés. On sait que, voilà, animer des conférences ou être actif sur un forum, etc., tout ce qui va vous aider, tout ce qui va être des signaux externes de votre expertise va compter, va peser dans la balance. Tout à fait. Alors, dans le chat, Pascal demande, la réécriture du podcast peut-il être considéré comme la duplicate content? J'ai envie de dire aujourd'hui, pas encore, mais on peut se poser la question, en effet, que ça pourrait le devenir à terme si Google référence complètement, indexe complètement les contenus audio. Mais je pense qu'il saura faire la part des choses aussi, faire la différence entre les deux sources, ça serait le plus intelligent, quoi. Je pense que oui, c'est comme les transcripts. Il y aura pour le coup ces deux médias proposés en simultané, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Julien qui nous demande en pratique comment ça se passe. Beaucoup de questions sur le son, sur les podcasts, intéressant. Est-ce qu'il faut les intégrer dans les articles ou les publier à part, peut-être des pages à part ou même hors blog? Ce serait quoi la recommandation pour qu'on vraiment on en tire le plus parti possible? Le mieux, ça reste de l'intégrer directement dans vos articles de blog, votre podcast. Par exemple, j'espère que je dis pas de bêtises, mais par exemple Numérama, alors c'est pas exactement du podcast, mais ils ont mis un système où c'est un robot qui lit le contenu. Donc c'est le même système qu'un podcast, bien entendu. Et du coup, ça fait complètement le travail. Donc non, intégrez bien vos podcasts dans vos pages et publiez-les sur les plateformes d'hébergement. Il y en a des dizaines, des centaines peut-être. Il faut le faire le plus possible via des flux RSS. Ça fonctionne très très bien. On peut automatiser tout ça. C'est assez rapide. Super. Et du coup, alors je pense que ce sera la dernière question. On a une question d'Alexandra qui nous demande s'il n'y a pas une contradiction quelque part entre l'IA et l'idée de AT, c'est-à-dire de faire appel à des experts pour du contenu de qualité, pardon. Mais non, en fait, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que l'IA est vraiment là pour nous aider, mais va pas rédiger les contenus à notre place. Elle va potentiellement guider l'expert pour lui donner peut-être des pistes pour être plus exhaustif sur tel ou tel, rajouter tel ou tel paragraphe ou traiter un peu plus profondément tel ou tel sous-sujet à l'intérieur de son article. Mais normalement, ce sont de méthodes qui fonctionnent de manière complémentaire.
Mais l'idée, c'est vraiment pas de laisser l'IA rédiger à votre place. Et je crois qu'on va être à court de temps, mon cher Jérémy, parce qu'on ne veut pas que vous loupiez la prochaine conférence. Pour finir, hein, j'en profite pour vous rappeler donc, cette offre de 10% sur la plateforme SEMJ jusqu'à la mi-septembre et 40% sur l'extension Chrome. Je vous laisse avec une table ronde de fort belle qualité. Et puis, voilà, c'était un plaisir. Partagé. Eh ben, très bien, merci Jérémy. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au Bonne revoir. journée, au revoir.